et ça s'intègre dans les conférences de préparation à l'ENA. Essayer de faire ça sous le format de zone à pointer. Donc malheureusement, on n'a pas eu d'amphi disponible et donc on ne peut pas le faire en présentiel, mais normalement, j'ai un compte, les gens de la faculté m'ont créé un compte là, pour prendre la main. Et donc, je vais vous donner la parole à tour de rôle au fil des petits QCM. Et normalement, vous pourrez prendre la main et annoter pour pointer sur l'écran la zone que je vous demanderai. On va commencer tout de suite. Alors, les gens continuent à arriver. On va commencer tranquillement. N'hésitez pas encore une fois à m'interrompre si jamais vous avez des questions. Je ne vois pas forcément le chat en réel, donc vous pouvez prendre la parole si jamais je ne vois pas votre question ou s'il y a un souci de ce genre-là. Donc on va y aller. Ah oui, dernière précision, ce sera uniquement de la neuroimagerie pour cette session et ça durera probablement pas les 3 heures. Alors, un premier cas, on commence par les classiques. Hémiplégie gauche et dysarthrie, homme de 61 ans. Donc, je vais vous demander de nommer les séquences, de pointer l'anomalie sur chaque image et de donner une petite information sur l'étiologie. Donc, soit quelqu'un veut prendre la parole, sinon je vais vous appeler par votre prénom ou bien la lettre que vous avez mise dans le chat. Et donc, normalement, vous pouvez prendre la main pour pointer une anomalie. Comme ça, tout le monde voit bien ce que vous pointez et tout le monde, on apprend tous ensemble. Donc, on va commencer. Aguila Subramaniam, si tu es là. Ouais, super. Est-ce que tu peux prendre la parole? Tu m'entends? Alors, tu peux pas parler. Ok, bah, tu peux écrire dans le chat. Du coup, je vais te demander. Oui, oui, tout à fait. Tu peux écrire. Donc, tu vas me nommer les 2 séquences, me dire comment s'appellent ces séquences et pointer. Donc, normalement, tu peux prendre la main. Tu dois avoir peut-être la petite fonction annoter. Et donc, avec la notation, annoter sur l'image les anomalies. Oui, c'est sur ordinateur. Bon, déjà, tu peux écrire, répondre à la première question pour nommer les séquences. Et on demandera à quelqu'un d'autre de pointer. Alors, un, séquence T de flair. Alors, les autres, si vous voulez prendre la parole sur le chat éventuellement, vous pouvez prendre la parole sur le chat, les autres, si vous voulez l'aider. Alors, un, diffusion et ADC. Voilà, donc c'est plutôt ça. Donc, effectivement, c'est pas un flair, c'est une diffusion. Comment tu vois ça? Eh bien, déjà, tu vois que la résolution n'est pas excellente. On en avait déjà parlé peut-être dans des cours précédents. Et on voit que les 2 images sont présentées vraiment côte à côte. Et donc, l'anomalie peut aussi vous aider à repérer quel type de séquence c'est. Donc, je demandais à quelqu'un d'autre, bah, Marion, par exemple, si toi, tu es sur un ordinateur, est-ce que tu peux prendre la main? Déjà, on va voir si ça fonctionne, ce truc-là. Est-ce que tu pourrais prendre la main pour annoter et donc annoter sur l'image des anomalies que tu verrais? Marion et Larry, par exemple. Euh, alors, peut-être que du coup, tu n'as pas ça. Sur la barre, en fait, sur la barre, ouais, sur ordinateur, sur la barre où il y a les participants, la discussion, etc., il y a plus avec éventuellement annoter. Il y a un petit crayon. Est-ce que quelqu'un, sinon n'importe qui, hein, on va voir déjà si ça fonctionne, est-ce que quelqu'un euh, arrive à trouver la fonction annoter? Ok, parce que moi je l'ai, on m'a donné la fonctionnalité et je peux le. Pourquoi est-ce que vous l'avez pas? C'est étonnant, ça, personne a ça.
Ah, vous n'avez pas accès au micro ni à fonction annoter. Alors, attendez. Euh, J'ai désactivé la notation pour les autres. Activer la notation pour les autres. Normalement, vous devriez avoir la notation. Ah oui, bah alors c'est dommage parce qu'on a fait exprès un compte avec la notation. Bon, c'est dommage ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Option. Ah, si on lève la main, afficher. Non, moi je vois juste que la main est levée, mais ça me donne pas plus ça me donne pas plus de possibilités. Donc là, moi j'ai annoté. Euh, ouais. Bon, bah malheureusement là, en plus, on va pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Euh, Information. Je regarde rapidement s'il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Vous n'avez même pas le micro, c'est quand même dommage. Ouais, non, moi je peux pas, mais c'est étonnant parce que normalement vous devriez avoir l'accès. Alors ça doit être la personne qui a créé le lien Zoom qui a dû désactiver ça. Ouais, Laure a levé la main, mais je peux pas faire autre chose. Ah si, pardon. Alors ok, ouais, permettre de parler. Ah ok. Et alors Laure, par exemple, Laure, normalement tu peux parler. Oui, là, je peux parler, je crois. Très bien. Et ouais, tout à fait, on t'entend. Et est-ce que tu as accès à l'annotation ou pas? Non. Promouvoir aux panélistes, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, si, je peux. Là, ça y est? Ok, super. Bon, bah écoute, voilà, parfait. Donc effectivement, il faut que vous leviez la main, c'est bien ça. Et après, je vous donne l'accès. Donc parfait. Bah écoute, on va continuer avec toi. Est-ce que du coup, tu peux annoter et nous montrer l'anomalie que tu verrais? Là, tu es en train d'annoter ou pas? Non, pas du tout. Je D'accord. suis perdue là. T'es quoi, pardon? Parce que ça m'a complètement déconnectée et là, j'ai réussi à me reconnecter. D'accord. Bon. Ah, dans plus, je peux créer un tableau blanc. Je sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça. Normalement, il y a un petit crayon annoté. Non, ça, t'as pas ça peut-être, hein. Non, Bon. désolée. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est quand même un peu dommage pour la conf. Euh, Ah, si, si, c'est bon. Ah, ok. Ah, ok, et bah parfait. Ok, bah c'est super. Ok, très bien. Donc c'est exactement ça ce qu'on voulait. Bon, bah c'est très bien. Peut-être tu peux dire à tous les autres comment ça fonctionne, où est-ce que tu l'as trouvé, Bah, comme ça. du coup, il faut lever la main Ouais. Moi, et je dois. après, c'est à vous, je pense, de Ouais, nous donner l'accès. c'est ça. T'as réussi à trouver le crayon facilement? Oui, il est sur l'écran, il n'est pas dans la barre en bas. Exactement, ouais, ok, d'accord. Ok, parfait. Bon, bah écoute, très bien. Bah écoute, on continue. Donc, est-ce que tu peux juste voilà, me montrer l'anomalie et donc essayer d'entourer l'anomalie sur les deux images? Donc là, il y a un hypersignal Tout à fait. et ici, il y a un hyposignal. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Et à ton avis, enfin, quelle est l'étiologie? Qu'est-ce que c'est? Euh, du coup, c'est un infarctus cérébral, un Ouais, AVC. ouais, très bien. Donc, effectivement, donc, comme vous aviez dit dans le chat, on est bien sur une diffusion avec une cartographie ADC. Donc, on le reconnaît notamment parce que vous voyez, la résolution n'est pas très bonne. Et vous avez vu cette anomalie en hypersignal qui ici correspond à un hyposignal. Ça, c'est bien la cartographie ADC. On le reconnaît aussi parce que la périphérie du cerveau est un peu étrange, en fait, parce que c'est une imagerie qui est calculée. Donc, ça donne un peu cet aspect qui n'est pas vraiment de l'image. Donc, tu as bien vu cette anomalie sur un AVC ischémique, donc en l'occurrence, sylvien droit. Parfait. Bon, bah, c'est bien. C'était la mise en jambe. Euh,
Alors, les questions, peut-être, sinon, on les gardera pour la fin, parce que sinon, j'ai peur qu'on perde du temps au fil des cas. Mais vraiment, une question technique par rapport à l'IRM, est-ce qu'il est nécessaire de faire passer le patient dans la machine une fois par séquence, ou est-ce que le signal peut être interprété a posteriori avec un seul passage dans la machine? Euh, on rentre dans la machine et on réalise plusieurs séquences, les unes après les autres, qui seront interprétées a posteriori, en fait. Alors, on continue. Ah oui, alors par contre, il faut effacer tout ce qu'on a fait. Est-ce que Laure, peut-être que tu as moyen d'effacer ce que tu as fait? Ou alors moi, je peux peut-être tout effacer. Effacer, effacer, effacer tous les dessins. Ok, on est bon. Alors, bah, écoutez, quelqu'un d'autre va lever la main. Levez la main, allez-y, hein, très bien. Alors, permettre de parler. Donc, Pierre, bienvenue. Normalement, Pierre, tu peux parler. Ouais, c'est bon. Super. Alors, on continue. Est-ce que tu peux me nommer cette séquence? Ouais, c'est un TOF, séquence TOF, Time of Flight. Très bien, ouais, tout à fait. Et Tout à fait. je vais essayer de. C'était où déjà le crayon là? Euh, bon. Ah si, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. À noter, ok. Euh, j'ai l'impression que c'est par ici. Mhm. Euh, et après, Ouais, alors, non, c'est je sais pas pas. forcément Après, facile aussi sur une image clé. En tout cas, déjà, très bien. Déjà, tu as bien ouais, reconnu la séquence et c'est important que voilà, vous sachiez bien la reconnaître, cette séquence, que ce soit bien clair pour vous. C'est effectivement un TOF, c'est une imagerie IRM qui permet de voir les vaisseaux sans injection. Et alors, l'anomalie, elle était là. En fait, effectivement, c'est pas forcément facile à voir sur une image, sur une seule image. Là, on pourrait effectivement se demander s'il n'y a pas un vaisseau qui est un peu grêle, donc c'était pas faux ce que tu disais. Mais effectivement, ici, là par contre, si tu regardes bien, il y a un tâche d'addition là qui est un anévrisme, donc un anévrisme sylvien droit. ok. Ok. Et là, on voit pas trop non plus le tronc basilaire, il est où? On ne le voit pas trop parce que c'est vu par au-dessus en fait. Là, l'IRM, c'est un peu comme si on était vu par au-dessus, donc il descend là, mais il descend un peu verticalement, Ah, donc on ne le voit pas trop, mais c'est normal parce que c'est vraiment un ok, polygone d'accord. vu du dessus en fait. Il y a les deux artères Ah, d'accord. voilà, qui se rejoignent, donc c'est pour ça. D'accord. Très bien. Alors on continue. Quelqu'un d'autre qui lève la main? Hop. Alors, très bien. Non, je- Ok, alors on y va. Hop, Julie, Oui, vous m'entendez? parfait, ouais, très bien. Est-ce que tu as la main? Donc, une IRM cérébrale, c'est une suspicion scardiaque et je te demande simplement de me pointer une lésion périventriculaire typique. Est-ce que tu as la main pour le crayon ou pas? Oui, il faut que je fasse un truc peut-être en plus. Là, je vois pas le crayon. Alors, ok, donc je vais rajouter peut-être. Qu'est-ce qu'il fallait que Normalement, le crayon, c'est juste au-dessus, là, désactiver le son ou activer le son, il y a un petit truc, là, un petit crayon vert. Non, j'ai pas, je crois. je l'ai pas? Alors, c'est parce que moi non plus, je peux pas te le. Mais t'es sur ordinateur, hein, ouais? Ouais, Euh, mais non, j'ai pas. C'est bizarre ça, ouais, ok. Après, moi, j'ai Euh, toujours la main sur le truc, alors je sais pas si c'est Bah normal. vas-y, prends la main. Vas-y, prends la main. Ah, c'est peut-être parce que t'as encore. Ah oui, peut-être parce que j'aurais dû. Je sais Ouais, pas. non, je sais pas. Bon, bah écoute, vas-y, Pierre, si t'as encore la main, montre-nous une lésion périventriculaire typique. Désolée, Laure, je sais pas pourquoi ça bug maintenant. Euh, ok. Bon, on va enchaîner parce que sinon on va perdre trop de temps, c'est pas grave. Le but, c'est que vous voyez des Ouais. cas et que vous. Ok, on est d'accord. Et pourquoi tu dis qu'elle est typique, celle-là? Une seule, ouais. Euh, pourquoi les typiques? Bah, parce qu'elle est collée au ventricule? Non, je sais pas. Ouais, bah c'est important, il faut vraiment bien connaître les critères. En fait, si on vous montre une image et que voilà, on vous demande quelles sont les lésions de CEP, c'est important pour vous de bien les reconnaître. En fait, celle-là, elle est typique
parce qu'effectivement, elle est collée à la paroi du ventricule. Il y a un vrai contact avec la paroi du ventricule. D'espace, par exemple, celle-là, il y a un espace entre la lésion et le ventricule. Donc, elle n'est pas typique. C'est pas une lésion périventriculaire typique. Celle-là, elle est vraiment collée à la paroi du ventricule et elle a un grand axe qui est perpendiculaire à celui du ventricule. Donc, ça, c'est vraiment les lésions périventriculaires de sclérose en plaques, en fait. Ok. Alors, on continue. On va effacer ça. Ok. Alors, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Allez-y, levez la main. Tous ces la main, enfin tous si vous êtes devant un ordi, allez-y parce que sinon ça va être très long. Parfait. Alors, parler. Eva. Oui. Hop, donc normalement, Eva, tu peux pointer quelque chose. Donc je vais te demander de me dire ce que c'est comme séquence, de pointer l'anomalie principale pour commencer. L'anomalie, je pense l'avoir, mais les séquences, je suis particulièrement mauvaise, je crois. J'aurais dit là. Ouais, mais alors, ok, mais alors, on est sur quelle région anatomique déjà, on va dire? Sur une vertèbre. Non, Ouais, ouais, c'est une Ah, c'est vertèbre. ça, ok. Non, c'était pas ça, mais effectivement, on est sur une vertèbre. Ok. On est dans une coupe dans quel plan? On est sur une coupe transversale. Voilà, ou axiale. Axiale, transversale. Est-ce que tu peux me montrer du liquide? Du liquide, du liquide. Non, c'est pas ça le liquide. Ah bah non, en fait, c'est ça, le liquide, ce serait le blanc là, hein. Avec, voilà, donc ce qui est blanc, c'est du liquide, là, en fait. Donc ça, c'est du liquide céphalorachidien. Donc si ton liquide est en signal, on est sur quel type de séquence? Non, on est en T2. Exactement, on est sur un T2. Donc en fait, et est-ce que la graisse est saturée? Euh, Est-ce que tu vois de la graisse en hypersignal quelque part? non, T'es sûr? non, du coup. Non, je Là, sais pas. tout ça, en fait, tout ça, c'est de la graisse abdominale. Et là, dans le muscle, c'est de la graisse qu'on voit un peu en hypersignal. Donc Ok, là, effectivement, tu es sur une coupe, enfin une IRM du rachis lombaire en coupe axiale, en pondération T2, parce que tu vois que ton liquide est bien blanc, sans saturation du signal de la graisse. d'accord. Voilà. Donc ça, c'est déjà décrire la séquence, c'est vraiment important. Et ça peut vraiment toujours vous servir, que ce soit pour l'EDN, pour des échos ou que sais-je. Il peut toujours y avoir une description de séquence. Donc c'est vraiment important. Il est bien clair là-dessus parce que c'est pas compliqué, mais ça peut toujours vous rapporter quelque chose. Et effectivement, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, du coup, si on a une compression, on a l'impression que le liquide il est un peu compressé. On dirait que. Mhm. Moi, Ouais, mais qu'est-ce que c'est du coup? donc, c'est une hernie, non? Ouais, probablement, tout à fait. Donc on était bien sur du T2 axial, une hernie. Donc après, il faut écrire les hernies, est-ce qu'elles sont médianes ou paramédianes, etc. Donc là, on est plutôt sur une hernie discale paramédiane gauche. Et je pense que j'avais posé voilà, d'autres questions. Donc tu vas me montrer où est l'articulaire postérieure droite. La quoi? L'articulaire postérieure droite. L'articulation postérieure droite. Non. Droite. Ouais. Ouais, ok. Alors, bon, faut être précis. Le but de pointer, c'est vraiment d'être précis. Et quand tu auras les autres pointés, vraiment, les points, ils seront vraiment dans la précision, quoi. Donc, en fait, voilà, l'articulation, c'est même vraiment la zone qui est là, avec les deux facettes articulaires qui sont face à face. Et alors, les racines de la queue de cheval, est-ce que tu peux me pointer vraiment pas trop largement, quoi? C'est de la manière aussi Les précise que racines de tu la queue de peux. cheval. Ouais, ouais. Non, Mm. non, c'était pas ça. Ok. Non, vraiment les racines de la queue de cheval. La queue de cheval, c'est-à-dire toutes les racines les unes avec les autres, en fait. Euh, Les racines avec les autres, je sais pas. Elles sont là, dans le LCR.
montrer le LCR et tous les petits points. Voilà, Pierre montre effectivement. Alors ce serait même des petits points en fait. Tous les petits points gris, ça c'est les racines de la queue de cheval en fait, qui sont au sein du canal rachidien. C'est dans Ok. LPR, du coup, les racines. Mhm. Ok, Mhm. C'est ça. merci. Ok, donc l'articulaire postérieure droite, elle est là. Les racines de la queue de cheval, elles sont là. Ok. Et bah tiens, on va continuer parce qu'on est toujours dans le même thème. Est-ce que là, sur cette image-là, tu peux me montrer les taches pathologiques? Quel est l'endroit qui n'est pas normal? Alors, je me remets en stylo. Mm. Là. Exactement, très bien. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est comme séquence, ça, du coup? Un T1. Alors, montre-moi du liquide. Bah alors là, le liquide, j'ai l'impression qu'il est noir, mais c'est blanc autour. Enfin, je suis vraiment mauvaise en séance, hein. Désolée pour tous ceux qui m'écoutent, c'est ouf. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. Pour moi, là, tout ce qui est noir, c'est du liquide, mais en fait, c'est entouré de blanc, donc je sais pas. Mais ce que tu me montres là, en fait, c'est la moelle qui est suivie par les racines de la queue de cheval. Et Ok. autour, c'est le LCR. Donc, le LCR est Ah, donc blanc le LCR, il autour. est blanc, ok. Mais Mhm. du coup, on est toujours en T2. Donc, c'est un T2, tout à fait. Et il est comment, du coup? Enfin, si tu dois décrire juste la séquence, dans quel plan de coupe? On est sur une coupe coronale. Non, Non. non, c'est pas coronale, c'est coronale, axiale, sagittale. Voilà, donc tu es sur un sagittal T2, donc c'est vraiment toujours important quand on vous donne enfin j'insiste, hein, mais parce que c'est vraiment important, quand on vous donne une imagerie à interpréter, quoi que ce soit, une IRM, une radio, quoi que ce soit, d'abord décrivez juste ce qu'on vous montre en fait. Voilà, est-ce qu'on est sur un axial, un sagittal, etc. Donc ok, très bien. Et donc les tâches pathologiques, tout à fait, c'est bien ce que tu m'as montré. Et tu sais ce que c'est, enfin, comment on appelle ça, enfin, Un euh, rétrécissement hmm lombaire. voilà, Donc enfin c'est un, un canal lombaire étroit. Voilà, c'est un rétrécissement du canal lombaire par des mécanismes en fait dégénératifs. Il y a un peu de disque qui déborde ici, un peu d'arthrose derrière, et donc effectivement, on voit qu'ici, ça réduit vraiment le passage des racines de la queue de cheval, et donc ça donne les symptomatologies de canal lombaire rétréci. Donc c'est ça. L'arthrose, vous la voyez où? Donc l'arthrose, bah, c'est pour ça que là j'ai mis une coupe axiale qui permet de mieux voir, ça c'est la coupe axiale au même plan. Et là, vous voyez que les articulaires postérieurs, par rapport à ce qu'on a vu sur le cas d'avant, c'est complètement différent. Il y a vraiment une articulation qui est très grosse, très hypertrophique, très irrégulière. Ici, il y a ce qu'on appelle un épaississement du ligament jaune, plus en avant le disque qui déborde. Donc tout ça, ça rétrécit vraiment ici. Ça c'est le canal lombaire, enfin le canal rachidien, qui est vraiment où les racines sont vraiment complètement amalgamées en fait. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a une hernie? Donc, c'est pas vraiment une hernie, c'est vraiment un débord discal global plus de l'arthrose postérieure. Ok, très bien. Alors, on est toujours dans le même thème, j'avais rajouté ça. Alors, ouais, super. Aguila, je vois que tu demandes à parler, donc on va voir si ça marche pour toi. Hop, ça marche. Aguila, est-ce que tu peux parler? Non. Bon, alors si quelqu'un d'autre veut lever la main. Comment on différencie une hernie d'un débordement? Une hernie, c'est focal en fait, et un débordement, c'est global. Quelqu'un, sinon Alexandra Arnaud, si tu peux lever la main comme ça. Super. Hop. Alors, Vous m'entendez? je t'entends, très bien. Ok. Hop. Alors, est-ce que tu peux nous montrer l'anomalie? Donc, en fait, c'est le même patient, hein. C'est une IRM du rachis lombaire avec deux étages différents. Et à chaque fois, ici, vous avez la coupe axiale qui correspond à la ligne qu'elle a, en fait. Donc là, on est en L4, à ce niveau-là. Et puis là, on est un tout petit peu plus bas, quoi. Faut juste que je trouve le crayon. Ouais. Je ne vois pas. J'essaye de Normalement, cliquer, mais ça marche pas. Ça n'a pas l'air en tout cas. ben,
Toujours pas là. Je sais pas si. Ouais, non. Ah, si, je crois que je l'ai trouvé. Ici. Alors, ouais, sur la coupe sagittale, ouais, et sur la coupe axiale. Regarde bien la coupe axiale qui correspond. Donc, effectivement, là, c'est un petit peu pincé. Peut-être ici, mais je suis pas très sûre. Ouais, et regarde bien. Et à ce niveau-là, du coup, j'aurais dit. Voilà, donc est-ce que tu pourrais être même un peu plus précise dans le. C'est ça, hein, en bas à droite, c'est bien ça. C'est bien dans cette région-là qu'il se passe. Et si tu veux Euh, vraiment bien délimiter l'anomalie pour que ce soit bien clair. Voilà, bon, je vous montre avec la flèche, là, vous voyez, en fait, vraiment, l'anomalie, c'est c'est ça, en fait. plus C'est petit, ok. voilà, c'est ce petit débord, parce que finalement, ça, c'est le disque, hein, enfin, Oui. ça, c'est le disque, bon, qui déborde de manière un peu globale, mais en fait, c'est vraiment ce que vous devez voir, c'est ça, en fait, c'est ce débord ici, bien précis. Et alors, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de subtilité, hein, on est toujours dans la même thématique, mais Une hernie. voilà. Et comment tu la décrirais? Quel étage, quelle localisation? L4, L5, du coup. Ouais. Euh, Droite, gauche, Plutôt gauche. ouais, bah pas plutôt quoi, hein. Elle est vraiment gauche, ouais. Gauche. J'avais un doute parce qu'au-dessus, on dirait qu'elle est au milieu, Alors au-dessus, à en peu fait, près. au-dessus, il n'y a pas grand-chose à voir. En fait, au-dessus, c'est normal. C'est vraiment pour vous D'accord. montrer qu'à l'étage du dessus, ça, c'est un étage à peu près normal. On voit bien les foramènes, on voit bien le canal. Là, c'est normal. Et ici, il y a vraiment un débord qui va rétrécir, en fait. Donc au-dessus, c'est plutôt normal. C'est vraiment l'anomalie. Et alors, du coup, D'accord. quels symptômes attendre? On est en L4, L5 et on a une hernie discale qui est paramédiane gauche. Hum, Les autres, si vous voulez participer dans le chat, allez-y. C'est les racines inférieures, non? Donc S1, Alors, on est en L4, L5, hein. Il y a de l'idée dans le raisonnement, mais S1, c'est vraiment bas. bah, L5 alors. Voilà. En fait, quand on est en L4, L5, il y a globalement deux étages qui peuvent être touchés. L4, en L4, L5, elles sortent là dans le foramen. Donc, je vous avais mis ça pour bien vous montrer que, en fait, là, on est un tout petit peu en dessous de cette. Et là, en fait, les racines L4, elles sont déjà sorties des foramen. Donc, en fait, elles vont par une hernie qui aura lieu ici au sein du canal en paramédian gauche. Les racines L4 qui sortent dans les foramen en L4, L5 et vont sortir juste en dessous les racines L5. Donc effectivement, c'est bien la racine L5 ici qui risque d'être touchée. OK? Hop. Donc paramédiane L4, L5, donc une sciatique L5 gauche. Donc je vous avais mis ici d'ailleurs des petites annotations, donc je vais juste effacer les autres. Voilà. Donc bien pour vous montrer, voilà, ça c'est la hernie ici, si on veut la délimiter précisément. La racine L4 gauche, elle est déjà sortie, et la racine L5, elle est là, donc c'est elle qui risque éventuellement d'être symptomatique. Alors, on continue. Un traumatisme crânien. Hop. Bah, du coup, Aguila, j'ai vu que tu avais écrit pour dire que tu pouvais quand même écrire et donc tu peux répondre sur le chat. Aux autres étages, il y avait peut-être des anomalies, hein, mais ce n'était pas la question. Donc, Aguila, si tu veux nous dire quelle est cette technique d'imagerie, s'il te plaît, dans le chat. Donc, oui, scanner cérébral, mais encore une fois, il faut être un peu plus descriptif que ça. Le plan de coupe, est-ce qu'il y a une injection ou pas? Donc, oui, coupe coronale, d'accord, scanner cérébral en coupe coronale. Et il manque vraiment une information. Alors, Tiffany, tu dis injecter.
Les autres. Alors, injecté, mais sans certitude. Alors, effectivement, donc c'est un scanner qui n'est pas injecté. Comment vous savez que c'est injecté? Vous allez regarder, voir si vous voyez des vaisseaux, en fait. Donc ici, les veines, vous voyez elles ne sont pas vraiment blanches comme quand il y a du produit de contraste. Pareil, il faut que vous regardiez plein d'examens pour vous faire l'œil. Mais globalement, quand il y a une injection, c'est bien plus opacifié que ça. Et vous pouvez aussi regarder les petits vaisseaux qui passent au niveau des sillons corticaux. Vous voyez qu'on ne voit pas du tout de vaisseaux. Donc on est bien sur un scanner non injecté. Et alors, est-ce que tu peux pointer l'anomalie? Alors, aussi précisément que possible. Vraiment, il faut être très précis parce que sinon, ça ne marchera pas. Très bien, ok. Très bien, on est d'accord. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Dans le chat, les autres, si vous voulez répondre. Alors, regarde bien l'indication, hein. C'était un traumatisme crânien. Ouais, hématome intraparenchymateux. C'est plutôt ça. On est d'accord. Donc, pointer l'anomalie, c'est ça. Donc, c'est vraiment une hyperdensité spontanée. Donc, encore une fois, il faut d'abord que vous décriviez bien vos anomalies et après, vous pouvez en conclure de ce dont il s'agit. Donc, c'est bien une hyperdensité spontanée qui correspond à un saignement récent intracrânien, donc un hématome. Un petit hématome parenchymateux, c'est ça. Ok, allez. Solène. Tu peux lever la main, comme ça. Il y a deux Solène, Solène ou Solène Lucas. Ouais, bon. Chloé, c'est parti. Alors, Chloé. Ok, vous m'entendez? Ouais, très bien. Alors, c'est un scanner. C'est un scanner. J'aurais envie de dire injecté parce qu'on voit bien les vaisseaux, mais ils sont pas non plus très très denses. Ouais, mais ils sont injectés. Ça, c'est le fenêtrage qui donne ça. Mais effectivement, c'est injecté parce que tu vois les vaisseaux, ouais. Et ensuite, pour pointer, non, c'est pas là. Pardon, ah voilà, c'est là. Ok, super. Alors, la carotide gauche, je dirais que c'est ça, et vertébrale gauche. Ok, Là. très bien, c'est très bien, parfait. Et alors, attends, reste là, on va continuer un petit peu. Est-ce que tu peux me pointer la principale anomalie? La principale, dans un premier temps, enfin, on dirait qu'il y a une classification au niveau de l'artère carotide droite, là, en blanc, ici. Très bien, parfait, c'était exactement ça. Donc, c'est de l'athérome calcifié. Donc, ça, c'est vraiment un truc que vous verrez fréquemment. Donc, faut que vous soyez bien au clair là-dessus. Vraiment, les vaisseaux du cou, ce soit bien clair pour vous, pour pas que vous vous trompiez. Et effectivement, quand vous avez quelque chose qui a cette densité, en fait, c'est un scanner qui a été fenêtré un petit peu plutôt en fenêtrage osseux. C'est pour ça que tu avais l'impression que les vaisseaux n'étaient pas très denses. C'est parce que vraiment, j'avais fait ressortir pour que vraiment le calcium ressorte bien. Ça a vraiment la même densité que de l'os, en fait, hein. Donc, c'est vraiment ça, c'est de l'athérome calcifié. Si tu veux, tant que tu es là, pour qu'on ne perde pas trop de temps en changeant de participant, à enchaîner avec. Est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit comme type d'imagerie et hypophyse? C'est une IRM T2. Ouais, très bien. Et alors, l'hypophyse, c'est ce qu'il y a là. Alors, tu n'as pas été complète dans ta description d'imagerie juste avant. C'est une IRMT2, on est d'accord, ouais, mais. En coupe coronale. Voilà. Vraiment, vous ayez ce réflexe, comme ça, voilà. Ça prend 2 secondes, mais vous l'avez dit. Très bien. Et donc, l'hypophyse, bah, c'est exactement ça. Et est-ce que tu pourrais me montrer le chiasma optique éventuellement?
Euh, je sais plus si. Alors, ça doit être soit en avant, soit juste en arrière, mais je pourrais pas dire si c'est. Je me souviens plus si c'est soit là ou soit là. Enfin, soit en avant, soit en arrière, mais. Alors là, c'est une coupe coronale. Donc finalement, avant-arrière, tu Ah peux pas oui, dire, c'est plutôt au-dessus, en dessous que oui. tu pourrais montrer. Donc effectivement, ça, c'est bien l'hypophyse. C'est très bien. Alors, je sais plus si je l'avais demandé après. Ah bah, je t'avais demandé. Bon, alors, le chiasma optique, on y reviendra juste après. Le siphon carotidien gauche, est-ce que tu peux le pointer? Euh, je, ici, je suis pas du tout sûre, hein, Alors, pas tout à fait. Alors, tu es bien à gauche, mais le siphon, il est vraiment là. C'est vraiment ce qu'on voit ici en hyposignal sur ce T2. Mais voilà, mais ça a vraiment cette forme-là de boucle. L'hypophyse, il faut bien que vous vous souveniez qu'elle est vraiment entourée des deux siphons carotidiens des deux côtés qui font vraiment un siphon, quoi, une sorte de double boucle de chaque côté. Donc, ici, on a le siphon carotidien gauche. Voilà. Et, ah, ok, je pensais que j'avais une autre question. Et donc, le chiasma, il est là, en fait. Le chiasma optique, il est ici. Voilà. Et en fait, ici, on ne voit pas très bien sur cette coupe, mais il y a la tige pituitaire qui est médiane et qui est à peu près ici, en fait. Ok. Ok, très bien. Parfait. Alors, par contre, désolé, mais on ne va pas revenir sur l'image 5. Est-ce qu'il pouvait y avoir un syndrome de la queue de cheval? C'était... je ne sais plus très bien de quoi il était question. En tout cas, c'était le canal lombaire, le syndrome du canal lombaire étroit. Puis, on va effacer tout ça. Alors, hop, si quelqu'un d'autre veut lever la main, sinon je vais choisir quelqu'un. Quentin, est-ce que tu peux, est-ce que tu as un micro? Est-ce que tu peux lever la main? Ok, très bien. Alors, donc tu peux écrire, hein, c'est pas grave. Est-ce que tu sais ce que c'est que cette séquence et est-ce que tu peux pointer l'anomalie? Quentin, normalement, tu as la main. Bon, les autres, si quelqu'un veut écrire dans le chat, est-ce que vous connaissez cette séquence? Alors, T2 étoile, c'est un équivalent de T2, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle une fiabilité magnétique. Maintenant, c'est ce qu'on fait de plus, mais c'est vraiment la même famille que le étoile ou l'écho de gradient éventuellement. Donc, c'est ça, c'est pas un flair, hein. Le LCR n'est pas noir comme dans un flair. Et est-ce que tu peux pointer l'anomalie si tu as accès? Ok, merci. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est bien ça, mais alors qu'est-ce que c'est? Les autres, hein, allez-y, hein, si vous voulez écrire. Ça peut être un hématome. Très bien, bah, voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est une séquence équivalente T2 étoile ou susceptibilité magnétique qui est vraiment là pour diagnostiquer le sang. Et donc, vous avez ici une lésion vraiment en assignal. Donc, attention, hein, on ne parle pas de densité en IRM, c'est vraiment du signal ou de l'intensité. Et donc, c'est vraiment ce que vous voyez là, un hématome profond. Très bien. Donc, ça, que vous les mettiez en tête, toutes ces images, et après, ça va être vraiment
de plus en plus simple. Parfait. Alors, quelqu'un d'autre, allez-y. Prendre la parole. Levez la main. Personne de nouveau veut parler. Bah écoute, Aguila, si tu veux y aller, vas-y. Est-ce que tu peux pointer la principale anomalie? Alors, tu montres pas tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre, dans ceux qui ont encore la main, peut pour écrire, vous voulez proposer quelque chose? Ah, c'est là où vraiment c'est intéressant, les zones à pointer. Ah, la rouge, alors la rouge, je ne sais pas qui c'est, mais effectivement, voilà. La principale anomalie, elle est là. Donc effectivement, ici, on a de la leucopathie périventriculaire du sujet âgé, mais ça, c'est pas la principale anomalie, on va dire. Ça, c'est simplement l'artère, hein, l'artère sylvienne, c'est normal. Là, c'est le sinus sphénoïdal, mais l'anomalie, elle est là. Je vous ai montré tout à l'heure une hypophyse normale. Attendez, on va effacer tout. Donc voilà, c'est vraiment ici. L'anomalie, elle est là. Et alors, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, tumeur, mais même pour être plus précis, effectivement, un adénome hypophysaire. Ça, c'est vraiment l'aspect typique de l'adénome hypophysaire. Vous avez vraiment l'hypophyse qui, normalement, a une forme qui est vraiment de petite taille, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous avez vraiment une masse qui va s'étendre vers le chiasma optique. Donc, c'est vraiment le macro-adénome hypophysaire typique, ça. Ok, et alors, ceux qui ont la main, toujours, est-ce que vous pouvez d'abord me pointer pour voir si vous avez bien suivi le chiasma optique? Là, juste le chiasma optique. Commencez. Ok, très bien, parfait. Ok, donc ça c'est bon, c'est clair pour vous. Et alors maintenant, un tout petit peu plus technique, essayez de pointer la tige pituitaire. Est-ce que vous arrivez à la voir? Ouais, Chloé, c'est ça. Donc c'est exactement ça. Alors on va effacer, voilà. Donc c'est ça. Hop, donc ici, cette toute petite structure, et donc vous voyez qu'elle est vraiment complètement refoulée vers la droite par l'adénome. C'est vraiment l'aspect typique du macroadénome qui va refouler la tige pituitaire. Donc c'est important de connaître l'anatomie normale pour vous en sortir quand on parle d'anatomie pathologique. Ok, donc la tige pituitaire, elle est là, le chiasma, il est là. Et pour la séquence, effectivement, on est bien sur une T2 en coupe coronale centrée sur la selle turcique, c'est ça. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres gens là qui voudraient prendre la main? En fait, je pense qu'on va plutôt faire ça. Je peux donner la main à pas mal de gens et comme ça, après, tout le monde participe en même temps. C'est un peu plus sympa. Donc, si vous voulez bien lever la main, tous, voilà, comme ça, normalement, je vous autorise. Ce sera plus sympa. Ok, donc comme ça, on continue. Ouais, je pense que vous pouvez. Je pense que vous pouvez. Tous ceux qui ont levé la main, normalement, je vous ai autorisé la discussion. Très bien. Alors, allez-y maintenant. Pointez 3 zones pathologiques. Ouais, donc, ok. Ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a du bon et il y en a du... Pas forcément... Normalement, vous devriez pouvoir pointer. Je ne sais pas pourquoi tout le monde ne peut pas. Peut-être parce qu'il y en a... Ouais, je ne sais pas pourquoi. Alors, ok. Je vais effacer et on va voir ensemble. Alors, 3 zones pathologiques principales. Vous avez vu celle-là?
Hop, celle-là, et puis probablement celle-là aussi. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que vous pensez de... Vous pouvez prendre la parole là, hein, au micro. Ou dans le chat si vous voulez. Fracture, donc ok, on est d'accord. Donc il y avait vraiment des fractures étagées. Ça, c'est du T2 avec suppression de la graisse. Donc vous voyez qu'il y a de l'œdème osseux. Donc effectivement, c'est des fractures étagées. Je vois fracture pathologique. Je vois contexte ostéoporose. Donc effectivement, c'est ça qui est assez intéressant. C'est pour vous, est-ce qu'on est plutôt sur des fractures tumorales ou des fractures ostéoporotiques? On a l'impression qu'il y a une lise un peu sur certaines vertèbres. Alors, la lise... La lise osseuse, c'est plus une donnée de scanner. En fait, en IRM, ce qu'on analyse surtout, c'est le signal. Donc, les vertèbres sont fracturées. Donc, forcément, la corticale est atteinte. Ça, c'est normal. Enfin, dans toute fracture, en fait, la corticale va être atteinte. Et je vois qu'il y a certains disent tumoral, certains disent ostéoporotique. Alors, ceux qu'on dit tumoral, pourquoi vous dites... Enfin, qu'est-ce qui vous ferait dire tumoral, en fait? Quel est votre argument? Moi, sur certaines vertèbres, j'ai vu une ostéocondensation, sur d'autres, des hypodensités. Du coup, je me disais que ça faisait plus tumoral. Et vu que c'est sur vraiment plusieurs étages sans qu'il y ait des fractures nettes, ça fait pas vraiment tassement vertébral ostéoporotique, j'avais l'impression. Alors, on est sur une IRM, donc en fait, il n'y a pas d'ostéocondensation ou quoi que ce soit. C'est vraiment que du signal. Ce qu'on voit là, c'est de l'œdème. Il y a vraiment de l'hypersignal. Donc ça, c'est comme il y a une fracture, bah, il y a un œdème en fait. Ça, il y aura toujours un œdème et c'est normal et ça ne préjuge pas de l'origine de la fracture. Certains me disent tumoral, est-ce que ce serait sur une seule? Non, on peut avoir des métastases dans tout le rachis. Ça, c'est pas du tout un souci. Donc, en revanche, ce qui est vraiment un argument pour dire que c'est pas tumoral, c'est que vous voyez que le mur postérieur est complètement respecté. Les fractures tumorales, en fait, c'est de la tumeur qui va remplacer la médulaire osseuse et donc il va y avoir un effet quand même un peu expansif, généralement. Donc, si on vous montre un dossier, surtout avec une fracture tumorale, généralement, vous aurez un gros recul du mur postérieur, vraiment un côté un peu plus infiltratif. Là, finalement, on a plutôt une perte de hauteur des vertèbres avec de l'œdème, mais il n'y a aucun recul du mur postérieur et on ne voit pas de lésions bien limitées dedans. Donc effectivement, c'était plutôt les fractures ostéoporotiques. Et ça, je vous montre un exemple. Ça, c'est une fracture sur une métastase de cancer du rein. Vous voyez la différence. Le mur postérieur qui est complètement reculé, en fait, parce que vraiment, vous avez une tumeur qui va se mettre dans la médulaire osseuse. Voilà, donc vous voyez la différence entre les deux. Alors, bon, bah là, c'est facile. C'est pour vous reposer un petit peu. Est-ce que ceux qui ont la main, là, vous pouvez pointer la zone pathologique? La zone peut être grande, hein, si vous... Ouais. Alors, effectivement, c'est ceux qui ont pointé par là. C'est ceux qui ont pointé vraiment par là qui ont bien vu. Regardez, on va... Voilà, exactement. Bah, en fait, la bonne réponse, c'est le cercle bleu, on va dire. Hop, on va effacer pour que vous puissiez bien voir. Donc, voilà, ouais. C'est ça. Vous voyez ici, donc c'est pareil, c'est un TOF vu un petit peu du dessus, comme tout à l'heure. Et ici, vous voyez qu'il manque complètement tout le réseau. Quel réseau manque-t-il en fait? Sylvien droit. Voilà, il vous manque tout le réseau sylvien droit, effectivement. Hop. C'est ça. Donc vous avez une occlusion complète de l'artère cérébrale moyenne droite. Donc ça, vous savez, un sylvien cérébral moyen, c'est synonyme. Donc, vous avez une occlusion complète de l'artère cérébrale moyenne à droite. Tout à fait. Alors, on change de thème. Regardez bien ça et essayez de pointer l'anomalie. Ouais, parfait. J'essaie de voir pour ceux qui n'ont pas accès. Voilà, ok, parfait. Vous avez tous très bien vu. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Vous pouvez dire dans le micro ce que vous avez vu?
Une fracture du rocher? Alors, une fracture, c'est bon. Est-ce que c'est le rocher? On va effacer tout pour que vous voyez bien. Donc, vous avez vu ici un petit trait, effectivement. C'est pas le rocher ici. Est-ce que c'est une fracture du condyle de la mandibule? Très bien, effectivement. Donc, en fait, ici, ce que vous avez, c'est la mandibule, c'est ce qu'on appelle l'articulation temporomandibulaire. Et donc là, c'est vraiment les fractures assez classiques, finalement, post-traumatiques. Mandibule, les fractures, au scanner, comme on les voit, c'est un petit trait de défect osseux. Et donc, ça se voit très bien sur un scanner. Donc, parfait, vous avez un petit ici, là, vous voyez, hop. Ça, c'est vraiment le trait fracturaire. Et ce qu'on appelle la rupture corticale, c'est le fait d'avoir ici la corticale qui s'arrête et qui se reprend ensuite. Ça, c'est vraiment typique d'une fracture. Très bien. Alors, bon, là, vous pouvez répondre dans le chat rapidement. Un petit rappel à Nat, mais j'insiste dessus pour que ce soit bien clair pour vous. Dites-moi, ABC, de quoi s'agit-il? Vous pouvez répondre dans le chat hein, ou à l'oral comme vous voulez. Allez-y, n'ayez pas peur. La A, c'est le tronc artériel brachiocéphalique, non? Mhm. La B, c'est du coup la carotide commune. Et la C, la sous-clavière gauche. Et bien, du tout. Très bien, parfait. Tronc artériel brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche et la sous-clavière gauche. Donc, ça peut vous paraître un peu basique, mais vraiment, ça pourra vraiment vous être utile. Important pour vous que vous soyez bien au clair. On peut aussi, pareil, à l'EDN, vous mettre une coupe comme ça et imaginons qu'il y ait une anomalie des vaisseaux, il faut que vous soyez vraiment à l'aise pour les reconnaître. Donc, c'est très bien. Et petite question supplémentaire, d'où naît l'artère vertébrale gauche? Allez-y. Hein. C'est pas sur l'image, hein, mais d'où ça naît, enfin, en parlant, d'où naît l'artère vertébrale gauche? Allez-y, vous pouvez répondre dans le chat ou à l'oral ou comme vous voulez. Ouais, c'est La l'artère sous-clavière de... gauche. Ouais, Ouais, c'est ça. Très bien. Allez, on continue. Quel est cet examen? Allez, répondez, allez-y dans le chat ou à l'oral pour que ça avance, qu'on ait le temps de voir pas mal de cas. C'est un scanner non injecté cérébral en coupe axiale. Voilà, c'est parfait. On est bon. Scanner sans injection de produit de contraste. Et est-ce que vous pouvez pointer la principale anomalie et dire ensuite ce que c'est? Regardez bien. Non, c'est pas bon ça. Je vais effacer tout. On recommence. Allez-y, essayez de pointer la principale anomalie. Très bien. Voilà, donc faites attention à ne pas vous faire avoir par des choses qui parfois sautent à l'œil. Ça, finalement, ce que vous avez vu là, c'est un plexus choroïdem. Vous aurez toujours ça sur un scanner. Ce n'est pas pathologique. Regardez bien tout, de la périphérie vers le centre, du centre vers la périphérie. Et effectivement, là, vous avez bien vu. Donc, j'efface pour vous montrer. Et là, quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez le dire dans le chat ou à l'oral? Alors, bah, il y a plusieurs choses différentes. Queue de comète, non, la queue de comète, c'est pas ça. La queue de comète, c'est un signe qu'on décrit plus un géo, mais certains disent extradural, d'autres sous-dural. Donc, effectivement, la majorité dit bien HSD, donc c'est bien un hématome sous-dural que vous pouvez voir ici.
Vraiment, le sous-dural, vous le reconnaissez parce qu'il est concave. Il a vraiment cet aspect comme ça, il va suivre le cerveau, enfin, il va suivre vraiment la morphologie du cerveau. Et pourquoi le plexus choroïde n'est pas en hypersignal, donc signal, on est en scanner, donc c'est de la densité. C'est simplement un effet de couple. Ça, il ne faut pas que vous soyez surpris sur les images, selon comment le scanner est orienté. On peut ne pas voir les choses exactement de la même manière des deux côtés. Donc, on est bien sur une collection hyperdense spontanément. Donc, c'est du sang et qui est bien concave, donc c'est bien un hématome sous-dural. On continue. Quel est l'examen réalisé? Donc ça, je pense que maintenant vous connaissez. Vous allez surtout me pointer l'anomalie. Regardez bien. Alors, regardez tous bien. C'est une patiente qui vient pour céphalée. Pour l'instant, vous ne l'avez pas. Oui, ça y est. Alors, on va tout effacer. Donc, vous avez montré beaucoup de choses. C'est une patiente de 93 ans. Donc, forcément, il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce que c'est un traitement de la cataracte finalement qui donne cet aspect un peu particulier de l'œil, mais c'est pas pathologique. Ça, c'est l'ethmoïde, donc c'est normal, enfin c'est l'aération normale de l'ethmoïde et on n'est pas en fenêtre osseuse, donc on ne peut pas bien voir s'il y a une fracture ou quoi que ce soit. Donc là, ne vous inquiétez pas de ça. Et ça, c'est son sinus veineux avec une durée calcifiée avec l'âge, donc ça aussi, c'est une variante de la normale. En revanche, ici, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous avez une hyperdensité spontanée dans à côté dans les noyaux gris centraux, en fait. Hop. Et donc, la principale anomalie, c'était bien ça, une hyperdensité spontanée. Et alors, voilà, c'est pour que ça rentre, hein, mais qu'est-ce que ça pourrait être, cette hyperdensité spontanée? Vous pouvez écrire dans le chat ou le dire à l'oral, qu'est-ce que ça pourrait être. Voilà, un hématome, on est d'accord. Donc, a priori, une hyperdensité spontanée, ce sera a priori du sang. Et je vous montre ici l'équivalent. Même patient à qui on a fait une IRM. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu la différence entre scanner et IRM. Et ici, vous voyez sur l'imagerie, donc l'équivalent T de étoile ou SWI, point, vous avez quelque chose qui est très noir, parce qu'effectivement, c'est un dépôt de sang qui se voit très très bien en IRM, et parfois un peu plus subtil au scanner. En flair aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui est en assignal. Donc en fait, ça, c'était un cavernome qui avait saigné. Cavernome, c'est des petites lésions vasculaires qui peuvent se développer dans le cerveau, qui sont souvent asymptomatiques, mais qui parfois peuvent saigner et donc donner des symptômes. Voilà, donc très bien pour ceux qui ont trouvé. Ça n'a rien à voir avec les leucopathies de l'hypertension? Aucun rapport du tout. C'est vraiment une lésion primitive vasculaire qui va se développer dans le cerveau. Là, il se trouve que c'était dans les noyaux gris centraux, mais ça peut être partout. Alors là, regardez bien, et là, je vais vous demander vraiment de bien regarder, de m'écrire dans le chat de quoi il s'agit ou de le dire à l'oral, quel type d'examen il s'agit. Là, c'est vraiment important que vous ne vous trompiez pas. On commence par ça, et après, on regardera ce qui ne va pas. Mais juste une question pour l'image d'avant. Vu que c'est hyper intense spontanément, ça peut vouloir dire, enfin ça veut pas dire que c'est récent le saignement forcément. Bah si, en fait, il est, on va dire, il est spontanément dense, donc c'est récent, mais on a vu des choses quand même plus denses. On voit que la densité a commencé à s'estomper en fait là. On est sur une hyperdensité mais qui est modérée. Mais bon, ça peu importe hein, pour vous, c'est de la subtilité. Hein. Mais effectivement, si quand il y a une hyperdensité, ça veut dire que c'est quand même plutôt récent. D'accord. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Scanner cérébral, coupe axiale. Oui, ça je suis d'accord. On est bien sur un scanner cérébral coupe axiale. Mais là, il manque une information très importante.
injecté. On est d'accord. Donc ça, on est bien d'accord. Vous voyez bien que les vaisseaux sont opacifiés. Voilà, il n'y a pas trop de doute. Alors maintenant que vous avez eu le temps de regarder, allez-y, regardez bien et pointez la principale anomalie. Là, je vous demande juste une étoile ou une flèche, enfin voilà, une zone anormale. Regardez bien. Patiente de 31 ans, céphalée. Regardez bien. Parce que pour l'instant, on ne l'a pas. Il n'y a pas de piège, hein. Franchement, là, c'est quand même, il n'y a pas de piège. Très bien, ça y est, on l'a. Voilà. Quelqu'un qui montre la voie. Parfait. Alors, on va effacer pour que vous voyez bien. Voilà. Hop. Donc, c'est bien ça, l'anomalie à voir. Donc, vous avez un thrombus au sein du sinus veineux latéral. Et donc, je vous ai mis un petit zoom. Donc, on est bien sur un scanner injecté. Et vous avez en hypodensité le thrombus et la portion circulante, parce que là, il se trouve que c'est un thrombus incomplet, du sinus veineux qui circule en périphérie. Donc ça, vraiment, c'est une imagerie que vous devez connaître et que vous devez reconnaître, quoi. Vraiment, les céphalées chez la femme jeune, c'est typique. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de l'oreille gauche? Pas nécessairement. Vraiment, on n'ira pas vous embêter avec des trucs absurdes ou trop compliqués. Voilà, restez vraiment concentré sur l'essentiel. Regardez bien vos vaisseaux, votre parenchyme, enfin, en fonction du contexte clinique. Mais méfiez-vous aussi des effets de couple parfois ou la manière dont les images sont présentées. Non, il n'y a rien de particulier sur l'oreille gauche, a priori. Voilà, donc ça, en revanche, retenez vraiment bien cette image-là parce que ça peut tout à fait vous être présenté en examen. C'est un truc assez classique. Alors, pareil, ça aussi, c'est un truc assez classique. Est-ce que vous pouvez pointer l'anomalie principale ici? Ok, très bien. Bon, bah là, c'est parfait. Vous avez bien vu. Effectivement. Et alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou écrire dans le chat comment on appelle cette anomalie? C'est pas une fracture sous-orbitaire? Donc, c'est une fracture, tout à fait, voilà, sous-orbitaire, ou on peut dire du plancher de l'orbite. C'est assez fréquent, finalement, et important à reconnaître. Donc, très bien. Fracture du plancher. Hop, je vais juste effacer tout. Et je crois que j'avais mis une autre question. Donc fracture du plancher de l'orbite gauche, hein, d'ailleurs, n'oubliez pas de toujours préciser la latéralisation. Et voilà, et ce qu'il faut bien regarder quand vous avez une fracture, bah, je vous demande tout de suite, ce que vous devez préciser, c'est si le muscle droit inférieur est incarcéré. Parce qu'en fait, le problème de ces fractures, elles sont fréquentes, et le problème qui peut être lié, c'est que le muscle droit inférieur, qui est ici, que je vous ai signifié là, peut, quand la fracture est trop importante ou le traumatisme est trop important, le muscle peut aller s'incarcérer, et là, ça devient vraiment une urgence de prise en charge. Donc, vous pouvez, enfin, selon les images qu'on vous donne, on peut vous donner une image où vous voyez le muscle droit inférieur, et donc vous devez bien préciser s'il est incarcéré ou pas. C'est vraiment la principale complication des fractures du plancher de l'orbite, c'est ça. Et donc là, je vous ai montré ici, c'est le nerf optique qui est vraiment au centre, les restes orbitaires ici qui est noir, et en bas, droit inférieur. Donc très bien, une fracture du plancher de l'orbite sans incarcération du muscle droit inférieur. Alors, on continue, on change un peu hein, d'anatomie pour ne pas s'endormir. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole et nous dire de quelle imagerie il s'agit? Vous
pouvez parler, hein, je pense. C'est une IRM T2 non injectée. Non injectée. En fait, Alors, le T2 est toujours non injecté. Ça, voilà, c'est le T1 qu'on injecte éventuellement. Donc, si tu dis que c'est du T2, tu n'as pas à t'embêter de dire injecté ou pas injecté. Par contre, si on est en T2, ce qu'on veut savoir, c'est s'il y a de la saturation de la graisse ou pas de saturation de la graisse. Alors, c'est ce que vous devez reconnaître pour être à l'aise dans votre analyse. Donc, T2, on est d'accord. Vous voyez bien le LCR ici qui est en hyperintensité. Et est-ce que la graisse est saturée ou pas? bah non, on voit derrière que c'est tout blanc au Très niveau bien. du peau. Très bien, donc là, c'est la peau qui fait un peu des plis, donc elle n'est pas saturée. Donc on est bien sur du T2, sans saturation de la graisse et en coupe sagittale, comme vous l'avez dit dans le chat également. Donc parfait. Et est-ce que tu pourrais pointer la principale anomalie? Ou les autres, hein, ceux qui ont la main et qui veulent aussi pointer. Est-ce que vous voyez une anomalie principale? Regardez bien. Alors là, il y a une anomalie, mais moi, je vous dis vraiment la principale anomalie, on va dire la plus importante. Non, ça, c'est simplement un reflux c'est une personne âgée qui est un peu maigre et donc c'est la peau qui fait un repli sur la table. Mais non, ça, c'est pas anormal. Alors, pour l'instant, vous êtes partout, sauf sur l'anomalie. On va effacer tout pour que vous voyez bien. Regardez bien l'indication. À chaque fois, je vous mets en haut une indication. Paresthésie des membres inférieurs. Voilà, ça y est. Commencez à voir. Voilà. Alors, j'efface tout. L'anomalie, elle est là, en fait. L'anomalie, elle est là. Vous voyez, ça, c'est la moelle qui n'est pas normale. Attendez. Vous avez un hypersignal médulaire extensif. En fait, c'est tellement extensif que vous en êtes peut-être pas rendu compte tout de suite, mais la moelle n'a pas cet aspect-là. Ici, la moelle est normale. Elle est dans un signal T2 qui est intermédiaire. Et en fait, tout ça, c'est un hypersignal T2 extensif. Donc, en fait, c'est un patient qui a une myélite extensive très importante. Donc, ne vous faites pas piéger quand l'anomalie peut être grande aussi et il n'y a pas toujours de symétrie pour nous aider. Mais regardez vraiment bien, soyez systématique dans votre analyse avant de tout de suite voir, voilà, de pointer. Regardez bien d'abord un peu tout pour être sûr de ne pas manquer quelque chose d'important. Souffrance de la moelle, ischémie ou inflammation, bah, c'est ça. En fait, une myélite, ça signe une souffrance de la moelle. Après, la cause, là, vous ne pouvez absolument pas le dire, mais ça peut être de l'ischémie, ça peut être de l'inflammation. Ça peut aussi être de la tumeur, mais là, on n'a pas les données pour avancer là-dessus. Mais simplement, c'était pour vous montrer une anomalie quand même étendue de la moelle, parce que ça arrive. Ok, alors on revient à des classiques. Est-ce que... bon, le type d'image, allez-y, dites-moi ce que c'est. Diffusion et ADC, ouais, c'est ça. Alors, je voulais juste voir s'il y avait des gens qui avaient demandé là. Non. Je pense que normalement... Recording in c'est ça, progress. tout à fait, une diffusion avec ADC. Et alors, est-ce que vous pouvez me pointer la principale anomalie? Je pense que globalement, voilà, c'est ça. Vraiment, j'insiste aussi là-dessus, parce que les zones à pointer, ça va vraiment arriver en modalité d'évaluation. Il faut que vous soyez précis dans ce pointer. Si vous pointez des choses trop larges, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est vraiment le but de cet examen, c'est de voir si vous avez vraiment bien vu l'anomalie. Donc, soyez aussi précis que possible. Alors, toc. Donc, l'anomalie, elle est là, donc sur la diffusion qu'on voit en restriction sur la cartographie ADC. Là, quelqu'un avait pointé ça. Là, en fait, c'est l'artère, c'est le tronc basilaire qui passe en avant et qu'on voit ici en hyposignal. Donc, signal de diffusion avec restriction sur la cartographie ADC. Et donc, de quoi s'agit-il? Je l'ai marqué là.
un AVC pontique. Voilà, un AVC du tronc cérébral, c'est ça, c'est vraiment l'aspect typique de l'AVC de fosse postérieure. Très bien. Alors, allez-y, à vous de jouer, pointez l'anomalie et dites-moi dans le chat ce que ça peut être comme maladie. Ça y est, ça a été trouvé. Donc ça, c'est encore le plexus choroïde, hein. Vous vous embêtez pas avec les plexus choroïdes, c'est normal. Ils peuvent être gros, petits, calcifiés. Enfin, ça peut vraiment avoir plein d'aspects. Donc, il faut que vous en voyiez pour vous habituer. Mais l'anomalie, elle était là, donc quelqu'un l'a bien montré. C'est ça, c'est un hypersignal flair périventriculaire et donc une probable sclérose en plaques. On en a vu un autre tout à l'heure dans le plan sagittal. Là, je vous montre également dans le plan axial. C'est l'aspect vraiment typique d'un hypersignal qui va être collé à la paroi du ventricule, qui s'étend au sein de la substance blanche, avec cet aspect un peu radiaire. On appelle ça aussi en doigt de gant ou en thousand finger. C'est vraiment l'aspect typique des lésions périventriculaires. Donc ça, il faut que vous soyez bien à l'aise avec ça, que vous les reconnaissiez bien, parce que c'est une maladie vraiment fréquente pour laquelle l'iconographie est assez facile à faire. Très bien. Et alors, on continue un peu dans la CEP. Et donc, je vais vous demander là de me pointer les lésions qui remplissent les critères de dissémination spatiale. Donc, si vous connaissez les critères de dissémination spatiale de la sclérose en plaques, je vais vous demander voilà, de me pointer, c'est parce qu'il y a des hypersignaux qui remplissent les critères et d'autres qui ne les remplissent pas. Je ne vous demande pas de me pointer tous les hypersignaux. Je veux vraiment ceux qui sont typiques de sclérose en plaques. Alors, globalement, vous me les avez tous montrés. Alors, certains oui, certains non. Donc, on va effacer. On va revoir ça. Donc, cette lésion, elle a été pointée. Est-ce que ça, c'est une lésion qui remplit les critères de dissémination spatiale? Quelle est sa topographie? Est-ce que c'est une lésion périventriculaire? Voilà, exactement. Donc, elle n'est pas en contact avec la paroi du ventricule, donc ce n'est pas une lésion périventriculaire. Dans les autres topographies, c'est quoi les autres topographies qu'on peut chercher pour la sclérose en plaques? Les autres régions pour la dissémination corticale, voilà, corticale ou juxtacorticale, ouais. Sous-tentorielle médulaire, voilà. Donc c'est bien, vous les connaissez. Donc en fait, celle-là, elle est ni périventriculaire, ni corticale, ni médulaire, ni sous-tentorielle. Donc ça, typiquement, c'est pas une lésion qui va remplir les critères de dissémination spatiale. Donc c'est important que vous les reconnaissiez bien pour pas vous faire avoir. Donc en fait, oui, celle-là, c'est des lésions qui sont juxtacorticales. Le cortex, je vous l'ai un peu schématisé là en rouge. Et donc les lésions, elles étaient bien au contact. Donc oui, ça, c'est des lésions de sclérose en plaques typiques. Celle-là, non, parce qu'elle respecte le cortex et le ventricule. Et celle-là, oui, elle était vraiment au contact du ventricule. Donc, c'était bien une lésion périventriculaire. Donc, pourquoi elle n'est pas corticale? Parce qu'elle ne touche pas le cortex, en fait. Ceux qui ont levé la main, si c'est pour... si, parce que vous avez une question, enfin, vous avez le droit de prendre la parole, hein, allez-y. Je ne sais pas si c'est... parce que je vois que des mains se lèvent de temps en temps. Et sinon, on avance. Donc, est-ce que vous pouvez là-dessus me pointer l'anomalie? Ok, donc là, il n'y avait pas de piège. Parfait. Vous avez tous bien vu. Et alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, neurinome, c'est pas exactement ça. Méningiome, voilà, c'est ça. Neurinome, c'est au contact des nerfs. Là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de nerf qui passe là. Par contre, vous avez vraiment une lésion qui est bien limitée, qui est extra-axiale, c'est-à-dire qu'elle se développe en dehors du cerveau.
Elle n'est pas au contact du cerveau en tant que tel. Elle se développe aux dépens des méninges, qui est bien limité, qui est bien homogène. Ça, c'est vraiment le méningiome typique. Et ça aussi, c'est une tumeur très fréquente, qui est bénigne, mais qu'il faut que vous ayez déjà vu parce que c'est fréquent. Donc, on pourrait peut-être vous en mettre une fois. Alors, qu'est-ce qu'il a sur l'œil gauche? Bah, rien. Encore une fois, c'est une question de coupe. En fait, là, on est vraiment sur le dessus de l'orbite. Donc ça, c'est l'orbite qu'on voit un peu en limite de coupe. Par contre, ici, il y a peut-être aussi un épaississement méningé. Il y avait peut-être un autre méningiome ailleurs. Les méningiomes sont souvent multiples. Mais voilà, c'était vraiment ça. Et quand on vous dit l'anomalie au singulier, ne vous embêtez pas, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul truc à pointer. Donc essayez vraiment de cibler le truc le plus évident. Est-ce qu'il y a un signe de la comète? Ici, c'est pas évident. Le signe de la queue de comète, en fait, c'est quand la méninge est épaissie juste avant l'insertion du méningiome. Ici, on ne le voit pas très bien. Le signe de la comète, ce serait vraiment si là, la méninge était un petit peu plus épaissie que ça. Là, c'est pas évident. C'est pas le meilleur exemple. Voilà, méningiome. Alors, on revient un peu sur les vaisseaux. Regardez bien et essayez de pointer l'anomalie. Comment on reconnaît bien un méningiome? Bah, c'est une lésion extra-axiale bien limitée qui se rehausse intensément, en fait. Alors, il y a du bon, effectivement. Alors, je vais effacer. La majorité a à peu près bien vu hop, ce dont il s'agit. Donc, vous avez, ouais, c'est bien. Vous avez pris de l'expertise depuis tout à l'heure, c'est bien. Donc, vous avez bien vu l'anévrisme. Effectivement, ici, là, vous avez vraiment une image d'addition. Ça, c'est vraiment l'anévrisme typique. Ça donne vraiment un aspect de poche qui est surnuméraire par rapport au vaisseau. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est pas toujours facile sur une image, une planche comme ça, mais c'est le jeu. Donc, il faut essayer vraiment de trouver la zone anormale. Et là, vous l'avez bien vu. Donc, parfait. C'était bien l'anévrisme. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ça va si... Alors, un cas de la vie réelle qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Excusez-moi, du coup, l'anévrisme, il était situé où là avant? Ah, alors, on va revenir. Ça, c'était quelle bifurcation? Là, en fait, c'était sur le siphon carotidien, en fait. C'était vraiment un anévrisme du siphon carotidien avant de donner l'artère cérébrale moyenne. D'accord, merci. Donc, on revient là. Allez-y, vous aviez commencé à pointer, je pense que vous pouvez encore. Ouais, donc effectivement, ici, on a une vertèbre qui n'est pas normale, qui est en hypersignal T2 FATSAT. Donc, elle est au moins infiltrée. Il y a un œdème de la vertèbre. En avant, il y a quelque chose aussi, une sorte de collection en avant. Et là, ouais, vous avez vu ici, il se passe quelque chose par là. Ouais. Ouais, donc globalement, là, ce que tu es en train de dessiner, c'est tout ça. Donc tout ça aussi, c'est pas normal. Donc vous avez bien vu. Ouais, voilà, ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Quel serait votre diagnostic? C'est le même patient, hein, c'est le même examen. Très bien, ouais, donc là, c'est bien, vous avez tout vu. Allez-y. Ça, c'est le rein. Ici, à gauche, c'est le rein, c'est pas une anomalie. Quelle est votre hypothèse diagnostique, du coup, là, devant ça? Vous pouvez prendre le micro, parler dans le chat, allez-y. Tu as un processus métastatique ou stéolytique? Alors, ça pourrait être un processus métastatique. En gros, on va dire qu'il y a deux hypothèses principales. Une tumeur et l'autre hypothèse, c'est quoi, en fait? L'autre processus qui pourrait faire ça. Une infection? Exactement. Donc, dans l'absolu, ça pourrait être les deux.
Vous aviez bien l'hypersignal T2 Fatsat avec ici la collection prévertébrale. Je vais effacer. Hop. La collection prévertébrale et puis latérovertébrale. En fait, ce que j'ai encadré en rouge ici sur le plan sagittal, c'est la même chose que ce qu'on voit là. Là, ça vous montre que ça s'étend en avant et là, ça vous montre que ça s'étend aussi sur le côté et en arrière. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez hétérogène, cloisonné. Et en fait, en l'occurrence, ça, c'était un mal de Pott, c'est-à-dire une spondylodicite tuberculeuse. Donc, en gros, les deux hypothèses, quand vous avez des choses comme ça auxquelles vous devez penser, c'est l'infection et la tumeur. Parfois, les deux peuvent avoir des aspects assez proches. Après, là, vous avez vraiment l'aspect multicloisonné qui est vraiment celui d'un abcès plus que d'une tumeur. Vraiment, ça donne vraiment une sorte voilà, de collection avec des cloisons épaisses et dedans, en fait, il y a là, en l'occurrence, de la nécrose caséeuse. Voilà, donc une spondylodicite. Donc là, c'était les cas, on a fini déjà une première partie, donc c'est bien, vous avez bien bossé. J'ai rajouté des petits cas bonus qui viennent vraiment du site du Collège des enseignants de radiologie en France et du Collège des enseignants de neurologie. J'ai pris des iconographies, donc c'est vraiment celles qui sont à votre programme de manière certaine. Et je vais vous poser des petites questions. Voilà, c'est la dernière ligne droite avant la fin de la conf, là. Donc allez-y, participez et soyez actifs. Si vous vous trompez, encore une fois, il n'y a aucun problème, c'est comme ça qu'on apprend. Alors allez-y, est-ce que vous pouvez donner les territoires artériels de ces différentes ischémies? Vous pouvez prendre la parole ou dans le chat, comme vous voulez. Alors, A, sylvien superficiel, B, sylvien profond. C, sylvien complet. Ouais, profond plus superficiel. Ok. Et D, alors artère cérébrale ou antérieure. Donc, c'est pas forcément facile, hein, mais alors le territoire antérieur, il est vraiment comme ça, vraiment le long de la faux. Et il va finalement, ça peut être un peu, enfin, si on ne sait pas bien, on peut se tromper, mais voilà, il peut aller vraiment jusqu'assez en arrière finalement. Donc là, c'était bien un antérieur. Donc, effectivement, superficiel, profond, total et cérébral antérieur. Voilà. Très bien. OK. On continue. D'autres territoires. Bah, le territoire postérieur, on va voir après. Donc, A, postérieur. Allez-y, hein, tous, n'hésitez pas. B, j'aurais dit profond, sylvien profond. Ouais, sylvien profond, mais on peut être même plus précis que ça, en fait, pour le B. Il y a un nom pour celui-là, un nom assez particulier. Alors, D, cérébelleux gauche. En fait, ce qu'on vous demande, c'est vraiment l'artère, en fait, qui est atteinte. Oui, on n'est pas loin de la capsule interne, mais en fait, c'est vraiment les artères qu'on vous demande. Même pour ce qui est de la fosse postérieure, etc. Si vous avez les noms des artères. Communicante? Non, c'est pas du communicant. C'est pas du péricaleux, non. Bon, on avance, vous allez voir. Donc, A, c'est voilà, ça, c'est le collège des enseignants de neuro. Donc, ah oui, pardon, c'est ça. L'infarctus cérébral postérieur superficiel, ça vous l'aviez bien dit. Donc le thalamique, ah oui d'ailleurs ils ont mis thalamique, en réalité c'est ce qu'on appelle le territoire des choroïdiennes antérieures aussi. Infarctus de la perforante, donc ça c'est vraiment, d'ailleurs je vous en ai montré un, il y en avait un quasiment similaire dans le topo, c'est vraiment les AVC assez typiques, ça c'est les petites perforantes du tronc cérébral qui vont se boucher, qui donnent des petites lésions ischémiques, mais qui peuvent parler vraiment très fortement. L'infarctus cérébelleux et là c'est l'infarctus de la fossette latérale du bulbe qui va vous donner le syndrome de Wallenberg dont vous avez peut-être déjà entendu parler.
Mais effectivement, on vous a pas mis les artères, donc je vais pas vous embêter avec ça. Bah là, vous allez reprendre un peu la main et pointer sur chaque séquence, les anomalies principales et donner, votre diagnostic. C'est le même patient. Alors, il y a du bon. OK. Bah, voilà, ça converge bien là. Et alors, quel est votre diagnostic? Quelle est la maladie de ce patient? C'est bien, vous avez tout vu. Sagittal, non. Là, on est sur de l'axial, hein. On est que sur des coupes axiales. Alors, je vais tout effacer pour que vous puissiez bien voir tout à nouveau. Voilà. Donc, s'il a une maladie, ce patient, quelle est-elle? Les autres, hein, allez-y, répondez aussi. Ouais, donc c'est ça, effectivement. Donc là, on est sur un tableau de micro-angiopathie vasculaire ou d'angiopathie hypertensive chronique ou de micro-angiopathie cérébrale. Il y a plusieurs noms qu'on peut donner. Et ce patient, en fait, il a fait un infarctus ici, vous voyez en diffusion, une ischémie récente. Il a également une lésion lacunaire plus ancienne ici, que vous aviez bien vue. En flair, il a une leucopathie assez extensive et des micro-saignements profonds qui sont assez typiques des patients hypertendus. Donc tout ça, ça vous donne cet état de micro-angiopathie avancée ou d'état multilacunaire. Donc ça, c'est ce qui est vraiment décrit dans le collège des enseignants de neuro. Je vous laisserai retourner voir. Mais donc ça, c'est l'imagerie typique de cet état-là. Donc, vous ne laissez pas avoir, c'est pas parce qu'il y a des hypersignaux que c'est une CEP, hein. Regardez vraiment bien tout, n'oubliez pas le contexte, évidemment, l'âge du patient, etc. Et les micro-saignements profonds, par exemple, il n'y a aucune raison d'avoir ça chez un patient qui a une sclérose en plaques. Donc, vraiment, restez bien uniciste dans votre raisonnement. Mais pardon, c'est quoi du coup la différence entre la leucopathie vasculaire, la maladie des petites artères et la C'est pareil. micro-angiopathie? C'est pareil. Tout ça, c'est synonyme. C'est Ah, c'est synonyme, tout ça. synonyme, d'accord. Ah, pas lacunaire. Lacunaire, ça veut dire qu'il y a vraiment des petites lacunes. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment eu des petites ischémies. Mais après, micro-angiopathie ou leucopathie microvasculaire, c'est à peu près la même chose. Les micro-saignements, ils sont là, ils sont sur l'imagerie T2 étoile, en fait, dans les noyaux gris centraux, dans les thalamies. Excusez-moi, j'ai une question un peu bête, mais comment ça se fait que sur les flares, on voit pas beaucoup de signal résiduel du LCR par rapport à d'habitude? De signal résiduel du LCR, ici, dans les ventricules? Ouais, en périventriculaire, d'habitude, il n'y a pas un petit hypersignal. Non. Bah là, il y a un hypersignal partout. Enfin, il y a quand même il y a un hypersignal marqué en périventriculaire. Ici aussi. Non, D'accord. tu t'attendrais à plus d'hypersignal, en fait? Non, mais je trouvais que d'habitude, il y avait une petite délimitation en hypersignal des ventricules en flair. Mais non, mais Bah là, pas forcément déjà, pas du tout systématiquement. Ça, c'est plutôt chez les sujets plus âgés. Et là, lui, en l'occurrence, on l'a un petit peu, tu vois. Ici, D'accord. là, sur l'image en haut à droite, on l'a un petit peu. Oui, Mais ça, c'était plus en bas à gauche. Ok. ouais, non, non, mais ça, c'est pas du tout obligatoire, hein. Alors, un autre, donc ça, c'est le même patient aussi, qui a fait 4 imageries différentes, A, B, C, D. Un petit quiz là, est-ce que vous pouvez dire pour chacune A, B, C, D, de quel type d'imagerie il s'agit? Ça, c'est intéressant, voir si vous avez bien, si vous arrivez à reconnaître tout. Et après ça, vous pourrez me dire quelle est la pathologie. Mais déjà, le type d'imagerie pour chacune des images. Alors, 4 TOF, ouais, ouais, c'est ça, enfin le D, ouais. C, artériographie, on est d'accord, très bien. A, le A, il n'est pas très dur. Il est un peu zoomé, mais
A, c'est un scanner injecté. Pourquoi on sait que c'est un scanner? Parce que votre os, là, la colonne vertébrale, elle est hyper dense. Donc ça, l'IRM, elle vous ferait jamais ça. Donc ouais, là, on est sur un angioscanner des trompes supraaortiques, en fait. Et le B, donc là, c'est le truc un petit peu plus compliqué, c'est le plus difficile, en fait. On est bien sur une IRM en T1, mais qui n'est pas injectée. Et alors, elle n'est pas injectée, mais du coup, vous devez voir des anomalies. Angioscanner et scanner injecté, c'est la même chose, hein. Un angioscanner, c'est un scanner injecté au temps vasculaire. Et est-ce que vous pouvez me pointer les anomalies alors? Ouais, 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 exactement. Et alors, ceux qu'on pointait ici sur l'IRM, l'anomalie en hyperintensité, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette pathologie finalement? C'est de l'artérosclérose. Athéro-sclérose. Non. Des plaques de terreau. Alors attendez, parce qu'en fait, je suis en train de réaliser, je vous ai dit une bêtise, c'est pas le même patient en fait, hein. C'est des patients différents. Enfin, ces deux-là, ça doit être le même, mais lui, c'est un autre patient en fait. Effectivement, ça c'est de l'athérome. Donc là, oui, oui, vous avez raison. Ça c'est bien de l'athérome qui est à moitié calcifié et à moitié pas calcifié. Ici, on le voit comme une empreinte. Mais ici, sur cette IRM, est-ce que vous savez ce que c'est? Quand vous avez des croissants comme ça en hyperintensité, voilà, dissection. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est des cas différents, excusez-moi. Donc, ça, c'est la sténose carotidienne en angioscanner, on est d'accord. Ça, c'est l'hématome pariétal de dissection. Euh, Toc. Ça, c'est la sténose carotidienne, donc je pense que c'est la même, effectivement. Et là, vous l'aviez bien vu, il y avait aussi une sténose de l'artère sylvienne. Donc, en fait, ça, c'est des sténoses vues de manière différente, avec des techniques d'imagerie différentes. OK. On approche de la fin. On va effacer tout ça. Alors, qu'est-ce que je disais? Quel type d'imagerie et quelle anomalie? Allez, courage. On continue. On a bientôt fini. Alors, la C, un flair. Oui, je suis d'accord. Le A, un scanner non injecté. Je suis d'accord. Le E, une diffusion. Je suis d'accord. Mhm. Le B, un scanner. Ouais. D, IRM cérébral T2. Alors, c'est même un T2 étoile, en fait. Et le F? Le F, non, pas ADC, pas scanner. Une diffusion. Non. Vous voyez bien la périphérie, là. La diffusion, vous en aviez une ici. Vous voyez la diffusion, vous voyez vraiment pas la périphérie du cerveau. C'est une IRM. C'est une IRM injectée, en fait, en T1 avec une injection. Et qui permet de voir les vaisseaux. Et est-ce que vous voyez une anomalie là-dessus? Bah, l'os, en fait, là, c'est la graisse, hein, que vous voyez en sous-cutané. C'est parce que la graisse n'est pas saturée. L'os, il est là, donc il est plutôt noir. Mais ça, c'est de la graisse. Pardon, c'est l'imagerie du même patient, tout ça. Et globalement, vous avez vu pas mal de choses. Est-ce que vous pouvez converger vers un diagnostic finalement, avec tout ce que vous avez pointé là? Vous avez globalement tout vu, là, vous n'avez plus besoin de pointer quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez faire un diagnostic? Un diagnostic complet.
Non, alors oui, il y a de l'hématome. On n'est pas sur un AVC ischémique typique, hein. Vous voyez qu'en diffusion, on n'est pas sur un franc hypersignal. On a des remaniements hémorragiques. Non, il n'y a pas d'anévrisme, pas un glioblastome. Ici, il y a quelque chose qui a été bien, très bien vu en fait. Non, c'est pas un hématome sous-dural. Exactement. Un thrombus veineux. Là, vous êtes sur vos sinus veineux du rode fosse postérieure. Ici, vous en avez un qui se rehausse normalement. Et là, tout ça, c'est un défect, en fait, c'est un thrombus. Du coup, si vous pouviez me faire une synthèse globalement, qu'est-ce que c'est? Dans quel diagnostic on est? Thrombose veineuse cérébrale. Et aussi, du coup, de quoi elle s'est compliquée, cette thrombose veineuse cérébrale? Vous l'avez vu, hein? En fait, elle s'est compliquée ce qu'on appelle une ischémie veineuse, qui est un mécanisme ischémique un peu particulier qui mélange de l'œdème cytotoxique et de l'hémorragie. Donc en fait, ça, c'est vraiment un tableau de thrombophlébite cérébrale compliquée d'ischémie veineuse hémorragique. Voilà. Donc c'est ce qu'ils nous mettent là. Thrombose veineuse cérébrale, donc thrombose du sinus latéral gauche en scanner sans injection. En fait, ça se voyait ici sur le scanner sans injection avec les remaniements hémorragiques et voilà, et la thrombose du sinus latéral gauche en IRM après injection de gadolinium. Donc voilà, ça encore une fois, ça c'est vraiment les cas, les iconos que j'ai prises dans le collège des enseignants. Et vous voyez que ça recoupe complètement avec ce qu'on a vu dans la première partie de la conf. La thrombophlébite, c'est quelque chose de fréquent et qu'il faut que vous connaissiez bien. Est-ce qu'on a un risque d'engagement? Là, à première vue, alors j'ai pas toutes les images là, mais effectivement, il y a déjà quand même un petit effet de masse temporale. Donc oui, on voit que d'ailleurs, oui, effectivement, il y a un engagement temporal interne qui débute. Donc ça peut être grave, hein. Alors, on va effacer tout ça. Comment on différencie infarctus ischémique et hémorragique? Bah, c'est justement les séquences T2 étoiles notamment qui permettent de mettre en évidence le sang. Bon, ça c'est très zoomé. Bon, c'est juste pour vous montrer les lésions de l'angle pantocérébelleux. Là, vous l'auriez tous trouvé. Donc voilà. Donc ça, c'était un choix non vestibulaire. Un petit peu trop zoomé. Et voilà, bah écoutez, on est arrivé au bout de tous ces cas. Bravo à vous, vous avez bien joué le jeu. Est-ce que ça va? Vous avez appris des choses? Vous avez des dernières questions brûlantes? Oui, moi j'avais juste une question concernant les anévrismes. En fait, on le verrait pas, si c'est un anévrisme pas rompu, on le voit pas au scanner, c'est ça? Alors que s'il est rompu, on va voir une hyper intensité. Sur un scanner non injecté, tu veux dire? Oui, non injecté. Oui, sur un scanner non injecté, un anévrisme non rompu, tu ne le verras pas parce que tu ne vois pas tes vaisseaux sur un scanner non injecté. Ok, même s'il est gros. Après, s'il fait 1 centimètre, peut-être que tu le verras, mais parce que tu verras son effet de masse, tu vois. Mais disons qu'un petit anévrisme sur un scanner non injecté, en théorie, on ne les voit pas trop, non. D'accord. Merci. Alors, comment on différencie une thrombose veineuse d'un AVC? Mais c'est ce que je disais, c'est que bah, enfin, c'est un AVC, une thrombose veineuse en un sens, c'est un AVC veineux. Mais c'est que là, il y avait la thrombophlébite, en fait. On voyait bien le thrombus dans la veine avec la plage d'ischémie qui n'est pas systématisée à un territoire artériel nécessairement et qui a des remaniements hémorragiques. Est-ce que pour un syndrome de la queue de cheval sur un canal lombaire étroit? Bah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment bien reconnaître une T2 étoile? Bah, ça, c'est ce que je vous dis. À un moment, il faut en regarder beaucoup pour vous habituer. Ça ressemble à un T2, simplement, le contraste est un peu moins bon entre le gris et le blanc. Et surtout, si on vous en montre un, c'est qu'il y aura du sang, donc vous aurez quelque chose qui sera très noir dedans. Après, vraiment, il faut que vous en regardiez, que vous compariez pour vous-même vous faire votre œil. Mais vous pouvez déjà partir là-dessus. Ça ressemble à une base de T2.
mais vous aurez généralement quelque chose d'hémorragique pour que ce soit facile pour vous de reconnaître ça, quoi. Je pense pas qu'on vous mettra un T2 étoile normal en vous demandant ce que c'est comme séquence, quoi. Vous inquiétez pas pour ça. Ça répond à vos questions? Ça répond à vos questions? Ceux qui ont posé des questions? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres remarques? Allez-y, hein. Là, je crois qu'on n'a pas vu de séquence de perfusion, mais est-ce que vous pourriez expliquer à quoi ça sert et à quoi ça ressemble? C'est volontaire que je vous ai pas mis de séquence de perfusion parce que c'est un peu limite, je trouve, pour vous en termes de niveau à avoir et surtout que c'est pas toujours très consensuel finalement sur quand est-ce qu'il faut faire une séquence de perfusion ou non. Tu veux parler dans l'AVC ou dans quel contexte est-ce que tu as entendu parler de perfusion? Oui, c'était pour l'AVC et le mismatch diffusion. Ouais, ça c'est volontairement que je vous en parle pas parce qu'en réalité, c'est pas on n'en fait pas du tout à chaque fois. Voilà, il faut voir avec enfin, ce qui est marqué dans votre collège et malheureusement, vous, il faut que vous appreniez ce qui est dans votre collège les enseignants et je crois qu'effectivement dans le collège, il y a toujours des questions là-dessus parce que c'est pas clair dans le collège et on vous parle de ce mismatch, mais en pratique, on ne fait pas du tout enfin nous, à Mondor et dans maintenant la majorité des centres, on ne fait plus du tout de perfusion systématique pour l'AVC. Donc je veux pas, voilà, je veux pas vous donner de messages qui vous embrouilleraient plus qu'autre chose. Voilà, vous, il faut que vous restiez sur ce qui est marqué dans le collège. Après, ce que je peux te dire pour la perfusion, disons que c'est une autre manière de voir effectivement la perfusion cérébrale, c'est-à-dire la microvascularisation. On n'est pas juste en train de regarder les vaisseaux comme sur une IRM injectée. On va étudier vraiment la microvascularisation du parenchyme et l'idée est de mettre en évidence des zones pour lesquelles la perfusion est un peu ralentie dans l'AVC, mais qui n'est pas encore complètement infarcie. C'est-à-dire que là, c'est une zone qui est en souffrance, qui serait hypoperfusée, mais qui n'est pas encore en hypersignal de diffusion, qui n'est pas encore en œdème cytotoxique. En fait, l'idée de la perfusion, c'est ça, c'est de mettre en évidence une zone qui est en souffrance, mais pas encore en œdème cytotoxique, en fait. Ça se réalise avec une injection de produit de contraste, avec une technique assez particulière ce que je ne vais pas te détailler là pour pas vous compliquer la vie. Et après, il y a plusieurs marqueurs qu'on peut utiliser, mais pour moi, ça dépasse vos compétences et ça peut vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc voilà. En gros, l'idée de la perfusion, c'est ça. À un moment, ça a été très recommandé. En pratique, maintenant, ça se fait un peu moins. Ça se fait que dans des cas très particuliers. Mais j'ai pas en tête ce que le collège des enseignants a dit dans sa dernière version. Donc vraiment, restez là-dessus. Et voilà, parce que c'est lui qui fera foi. Ok, merci. Et pour l'ADC, ça complémente la diffusion et ça apporte quoi? Parce que c'est l'inverse en fait. Non, c'est pas l'inverse. En fait, l'ADC, c'est calculé. Ça permet vraiment d'avoir une valeur quantitative de la restriction de la diffusion, en fait. Euh, pour expliquer ça simplement, disons que la diffusion, à la base, c'est une séquence qui est pondérée. Et donc, si jamais tu as un AVC qui survient dans une zone qui est en très franc hypersignal T2, enfin, disons que si tu as quelque chose qui est en très franc hypersignal T2, ça peut se traduire par un hypersignal de diffusion sans qu'il y ait un vrai œdème cytotoxique, en fait, parce que la diffusion est pondérée, enfin, repose sur une pondération T2. Et ton ADC permet de confirmer que tu as restriction de ta diffusion, que tu as une vraie anomalie en diffusion et donc, en l'occurrence, dans un AVC, un vrai œdème cytotoxique, que ce n'est pas juste ce qu'on appelle de l'effet T2. Ça non plus, vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment les détails de ça. Peut-être que si on vous montre une diffusion, on ne vous mettra pas l'ADC à côté, mais je vous le mets toujours parce que peut-être qu'on vous le mettra à côté, il ne faut pas que ça vous surprenne. Et ça permet vraiment de confirmer qu'il y a une vraie anomalie de signal en diffusion. Disons que si tu as un hypersignal, si c'est blanc sur ta diffusion et que c'est pas noir sur ton ADC, c'est que c'est pas un vrai hypersignal de diffusion. Je ne pense pas qu'on ira vous mettre ça. Si on vous montre une anomalie en diffusion, il y aura forcément une restriction sur la cartographie ADC. On ne va pas aller vous montrer des trucs plus subtils, mais c'est pour ça qu'on présente souvent les deux images ensemble. D'accord, merci beaucoup.
Ok, bah écoutez, tant mieux si vous êtes content. C'est toujours à distance, c'est dur de savoir. Donc, mais voilà, bravo, vous avez bien joué le jeu. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Et n'hésitez pas vraiment en stage, soyez curieux, regardez les imageries, etc. C'est aussi comme ça que vous allez vraiment vous habituer. Il n'y a pas il y a pas de mystère. Bon courage à vous et bonne fin de journée à tous.